Chapitre 1. Les fondations se fissurent. Trevor Daniels avait bâti sa vie comme une forteresse, méthodique, calculée et impénétrable. À 42 ans, il possédait 3 garages automobiles prospères à travers la ville. Chacun témoignait de son éthique de travail acharné et de son sens aigu des affaires. Ses mains calleuses racontaient l'histoire d'un homme qui avait rampé des parcs à caravanes de l'Alabama à la prospérité des banlieues grâce à une détermination sans faille et une capacité presque effrayante à garder rancune. La cicatrice qui courait de sa tempe gauche à sa mâchoire rappelait à jamais la rage ivre de son père. La nuit où Trevor, 17 ans, avait finalement riposté. Il avait quitté la maison ce soir-là, sans jamais regarder en arrière, sans jamais pardonner. C'était la voix de Trevor. Un seul faux pas, et vous étiez mort à jamais pour lui. Candace avait été différente, du moins c'est ce qu'il pensait. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés il y a 15 ans lors d'une exposition automobile caritative, Candace, une assistante sociale de 25 ans aux cheveux blond miel et au rire à faire fondre l'acier, s'était approchée de son exposition de Mustang vintage avec une curiosité sincère, posant des questions techniques qui l'impressionnaient. La plupart des femmes feignaient de s'intéresser à ces voitures. Candace les comprenait réellement. Leur relation avait été un tourbillon. 6 mois plus tard, elle était enceinte de jumeaux, Eden et Brooke. Trevor l'avait demandé en mariage immédiatement, non par obligation, mais parce qu'il croyait sincèrement avoir trouvé l'âme sœur. Le mariage avait été modeste, mais parfait. Célébré dans son atelier après les heures de bureau avec leurs amis les plus proches, dans l'odeur de l'huile moteur et du chrome. 16 ans plus tard, leur maison de banlieue de Millbrook ressemblait à un musée du bonheur artificiel. Des photos de famille bordaient les couloirs. Des séjours en camping au lac Tahoe, des matins de Noël, des remises de diplômes et des anniversaires. Trevor avait tout prévu. La maison de 4 chambres avec une palissade blanche, les frais de scolarité dans une école privée, des vacances en famille en Europe. Il avait travaillé 60 heures par semaine pour leur offrir la vie que son propre père n'aurait jamais pu avoir. Mais quelque chose avait changé ces derniers mois. Candace était devenue distante, son téléphone vibrait constamment de SMS qu'elle s'empressait de cacher. Elle avait commencé à travailler tard plus souvent, évoquant des cas difficiles aux services sociaux. Lorsque Trevor tentait d'initier une relation intime, elle prétextait l'épuisement ou le stress. Leur conversation s'était réduite à des questions de logistique. Qui allait chercher Eden à l'entraînement de basket? À quelle heure commençait le récital de danse de Brooke? L'instinct de Trevor, aiguisé par des années de relations avec des clients malhonnêtes et des fournisseurs peu fiables, avait commencé à lui envoyer des signaux d'alarme. Il avait appris à se fier entièrement à son instinct. Cela l'avait sauvé de mauvaises affaires et de situations dangereuses plus de fois qu'il ne pouvait le compter. Mais cette fois, il avait mis ses doutes de côté. C'était sa femme, la mère de ses enfants, sa partenaire dans la construction de leur rêve américain. Cette confiance avait été son erreur. L'appel est arrivé à 3h17 précise, un mardi soir d'octobre. Trevor dormait profondément après une journée particulièrement épuisante à réparer un moteur problématique. La sonnerie stridente de son téléphone portable le réveilla en sursaut, et il tendit instinctivement la main vers la table de nuit. Trevor Daniels. La voix lui était inconnue. Professionnel avec un léger accent du Sud. Qui est-ce? Savez-vous quelle heure il est? Je m'appelle Richard Kowalski. Je suis avocat et je représente votre femme dans ce qui, je crois, va bientôt se transformer en procédure de divorce. Trevor s'assit dans son lit, le sang glacé. À côté de lui, Candace continuait de dormir, sa respiration régulière et paisible. De quoi parlez-vous? Monsieur Daniels, je vous appelle car il y a quelque chose que vous devez savoir avant le dépôt officiel de demain. Vos enfants, Eden et Brooke, ne sont pas biologiquement les vôtres. Ces mots frappèrent Trevor comme un coup de poing. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, les jambes soudainement instables. Vous mentez. J'aimerais bien, monsieur. Des tests ADN ont été effectués il y a 3 semaines. Les résultats sont concluants. Aucun des 2 enfants ne partage votre patrimoine génétique. La vision de Trevor se brouilla momentanément. 16 ans d'histoire au coucher, de matchs de football américain, d'aide aux devoirs, d'aide à la vidange d'huile pour Eden, d'observation du premier spectacle de danse de Brooke. Chaque souvenir semblait soudain contaminé, empoisonné par cette révélation. Qui? Le mot sortit comme un grognement. Paul Morrison, la relation de votre femme avec lui avait commencé il y a environ 18 ans et n'avait jamais pris fin. Paul Morrison. Ce nom frappa Trevor comme un coup de poing. Paul était son meilleur ami depuis l'enfance.
Le témoin à son mariage, le parrain des jumeaux. Paul, qui était présent à tous les barbecues familiaux, à toutes les fêtes d'anniversaire, qui avait aidé Trevor à emménager dans cette maison. Paul, qui avait réconforté Candace lorsque le grand-père de Trevor était décédé l'année dernière, qui avait été présent à chaque moment important de leur mariage. Vous mentez, répéta Trevor. Mais sa voix manquait de conviction. Je vous envoie les résultats ADN par SMS, Monsieur Daniels. Je suis désolé que vous ayez dû l'apprendre de cette façon. Mais Madame Daniels estimait qu'il fallait savoir avant que les papiers ne soient remis. Le téléphone vibra dans la main de Trevor. Il ouvrit le message et vit l'entête officielle, le langage clinique, les pourcentages prouvant que toute sa vie était bâtie sur des mensonges. Probabilité de paternité, 0%. Trevor, debout dans sa chambre, regardait sa femme endormie et sentit quelque chose se briser en lui. Non pas son cœur endurci par trop de trahison. Ce qui se brisa, c'était sa confiance en son propre jugement, sa conviction qu'il pouvait faire entièrement confiance à n'importe qui. Il repensa aux visites fréquentes de Paul, à son insistance à passer du temps avec les enfants, à son récent divorce d'avec sa propre femme, Lisa, 6 mois plus tôt. Combien de fois Trevor avait-il plaisanté en disant que Paul était comme un second père pour Eden et Brooke? Combien de fois Candace s'était-elle portée volontaire pour aider Paul dans les moments difficiles après le divorce? Le rire qui s'échappa de la gorge de Trevor était froid et amer. Il avait été l'idiot, le ricaneur, la blague dont tout le monde était au courant sauf lui. Mais alors qu'il se tenait là, dans l'obscurité, à regarder la femme qui lui avait volé 16 ans de sa vie, Trevor sentit sa nature ancienne reprendre le dessus, ce même côté impitoyable qui avait bâti son empire commercial, qui avait coupé à jamais les liens avec sa famille abusive, qui n'avait jamais pardonné une seule trahison de toute sa vie. Candace et Paul avaient commis l'erreur de croire que Trevor Daniels était mou, qu'il accepterait simplement cette humiliation et passerait à autre chose. Ils allaient bientôt apprendre ce qui arrivait à ceux qui trahissaient Trevor Daniels. Il prit ses clés sur la commode, se déplaçant avec la précision silencieuse d'un prédateur. Il n'y aurait pas d'affrontement ce soir-là, pas de scène dramatique. Trevor avait appris depuis longtemps que la vengeance est un plat qui se sert mieux avec une planification minutieuse et une exécution parfaite. Alors qu'il se dirigeait vers son camion, le téléphone de Trevor vibra de nouveau. Un autre SMS de l'avocat. Madame Daniels et Monsieur Morrison se trouvent actuellement au 1247 Elm Street. Je pensais que vous devriez savoir que c'était l'adresse d'Eleanor Hartwell, la mère de Candace. Trevor démarra son moteur et se mit à rouler dans les rues désertes, son esprit calculant déjà les possibilités, planifiant leurs coups comme un grand maître d'échecs. À la fin de tout cela, Candace et Paul regretteraient d'être nés. Les fondations de la vie de Trevor s'étaient fissurées ce soir-là. Il était temps de faire s'écrouler tous ceux qui l'avaient trahi. Chapitre 2. La découverte. Le trajet jusqu'à la maison d'Eleanor Hartwell conduisit Trevor à travers les rues tranquilles du quartier historique de Millbrook, où les maisons victoriennes se dressaient telles des géants endormis sous des chênes centenaires. Ses mains agrippaient le volant avec une précision chirurgicale, sa respiration maîtrisée malgré l'ouragan de rage qui montait en lui. C'était ainsi que Trevor opérait. Un calcul glacial enveloppait une fureur en fusion. La maison d'Eleanor, au 1247, rue Elm, était un témoignage de fortune et de secrets anciens. Cette maison victorienne de 3 étages appartenait à la famille Hartwell depuis 4 générations. Ses boiseries en pain d'épices et sa véranda panoramique dissimulaient des décennies de drames familiaux derrière des rideaux de dentelle et des manières polies. Trevor s'était toujours senti comme un étranger ici. Le mari ouvrier qui n'avait jamais vraiment été à la hauteur des attentes d'Eleanor pour sa précieuse fille. Maintenant, alors qu'il se garait de l'autre côté de la rue et examinait la maison, Trevor comprenait pourquoi Eleanor l'avait toujours regardé avec un dédain à peine dissimulé. Elle le savait. Elle savait depuis le début que ses petits-enfants n'étaient pas les siens, et elle l'avait vu mettre tout son cœur et son argent à élever la progéniture d'un autre homme tout en lui souriant à chaque réunion de famille. La maison était sombre, à l'exception d'une seule lumière dans la chambre principale à l'étage, celle d'Eleanor. Mais garée dans une allée circulaire, 2 voitures que Trevor reconnut, la BMW argentée de Candace et le pick-up noir de Paul. Les voir ensemble, ostensiblement exposés chez sa mère, déclencha une nouvelle vague de rage chez Trevor. Il resta assis dans son camion pendant près d'1 heure, à observer et à planifier. Il ne s'agissait pas seulement de les prendre sur le fait. Trevor avait besoin de renseignements,
d'un moyen de pression, de munitions pour la suite. Il avait appris la patience dans l'armée avant de lancer son entreprise. Il avait appris que les meilleures attaques survenaient après une reconnaissance minutieuse. Finalement, un mouvement attira son attention. La porte d'entrée s'ouvrit et Paul Morrison sortit sur le porche, s'étirant comme un homme qui vient de se réveiller. Même de l'autre côté de la rue, Trevor percevait le confort décontracté dans les mouvements de Paul, la familiarité naturelle avec la maison qui témoignait de visites fréquentes. Paul alluma une cigarette et fuma dans la fraîcheur de la nuit, complètement inconscient d'être observé. Trevor observa son ancien meilleur ami d'un œil neuf. Paul avait toujours été le plus doux, le charmeur capable de tout convaincre. Au lycée, Paul était quarterback tandis que Trevor travaillait au garage. Ils s'étaient liés par leur passion commune pour les voitures et leur rêve de fuir leur ville sans issue. Lorsque Trevor avait lancé son entreprise, Paul était là pour l'encourager et lui fournir un capital de départ. Lorsque l'entreprise de construction de Paul avait fait faillite 5 ans auparavant, Trevor lui avait offert travail et amitié sans hésiter. En regardant Paul maintenant, Trevor se demanda depuis combien de temps cette trahison était planifiée. Paul avait-il toujours convoité Candace? Leur amitié n'était-elle qu'un mensonge destiné à garder Trevor près de lui pendant que Paul lui volait sa vie morceau par morceau? La porte d'entrée s'ouvrit à nouveau et Candace apparut vêtue d'une robe de soie que Trevor ne reconnut pas. Elle s'approcha de Paul avec une intimité qui fit serrer la mâchoire de Trevor. Ils parlèrent à voix basse, leur langage corporel criant des décennies de romances secrètes. Lorsque Paul la serra contre lui et l'embrassa dans le cou, Candace rit. Du même rire musical qui avait captivé Trevor 16 ans plus tôt. Mais ce fut la suite qui glaça le sang de Trevor. La lumière du porche vacilla et Eleanor Hartwell sortit. Au lieu de l'indignation ou du choc que l'on pourrait attendre en découvrant sa fille avec un autre homme, Eleanor sourit chaleureusement et tendit une tasse de café à Paul. Tous les trois se tenaient ensemble comme une famille, à l'aise et naturellement dans leur tromperie. Eleanor tendit la main et toucha le visage de Paul avec l'affection d'une belle-mère qu'il avait toujours préférée à Trevor. Le geste était modeste, mais dévastateur. Il prouvait qu'il ne s'agissait pas d'une liaison récente, mais d'une relation durable, pleinement soutenue et approuvée par Eleanor. Le téléphone de Trevor vibra, accompagné d'un SMS de Candace. « Je travaille tard ce soir, ne m'attends pas. Je t'aime. » La cruauté désinvolte du mensonge envoyé alors qu'elle se tenait dans les bras de son amant cristallisa quelque chose en Trevor. Ce n'était pas seulement de l'adultère. C'était une campagne coordonnée pour l'humilier et le tromper, tout en lui volant son argent, ses enfants et son avenir. Il prit des photos avec son téléphone, documentant la scène avec la même précision méthodique qu'il mettait partout ailleurs. Mais les preuves pour un divorce ne suffisaient pas. Trevor voulait plus qu'une victoire juridique. Il voulait la destruction totale de tous ceux qui l'avaient trahi. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Trevor remarqua quelque chose qui lui fit froid dans le dos. Par la fenêtre de l'étage, il aperçut 2 silhouettes qui s'agitaient. Eden et Brooke. Ses enfants, non, les enfants de Paul, étaient là aussi. Ils participaient à cette réunion de famille à laquelle il n'avait jamais été invité. Cette prise de conscience le frappa comme un coup de massue. Il ne s'agissait pas seulement de la liaison de Candace et Paul. Toute la structure familiale dont il avait cru faire partie n'était qu'une illusion. La maison d'Eleanor était leur véritable foyer, leur véritable lieu de rassemblement familial. Trevor avait été l'étranger qui finançait leur vraie vie tout en vivant dans un mensonge soigneusement construit. Il repensa à toutes les fois où Candace avait emmené les enfants rendre visite à grand-mère Eleanor. À toutes les traditions familiales dont il avait été exclu sous prétexte poli d'horaires de travail et d'engagements antérieurs. À chaque réunion de vacances, à chaque photo de famille, à chaque instant Tinder où il avait été mis à l'écart tandis que Paul jouait le rôle du véritable père. Trevor démarra son camion et rentra chez lui par des rues qui lui semblaient désormais étrangères et hostiles. Lorsqu'il arriva dans l'allée, sa propre maison ressemblait à une exposition de musée, belle et vide, un décor de théâtre où il n'aurait jamais dû jouer. À l'intérieur, il se versa 3 doigts de bourbon et s'assit à la table de sa cuisine, les yeux rivés sur les photos de son téléphone. La scène familiale et chaleureuse chez Eleanor trahissait toutes les hypothèses sur lesquelles il avait bâti sa vie. Mais tandis que l'alcool le consumait, Trevor sentit ses vieux instincts reprendre le dessus. Il avait survécu à la brutalité de son père en étant plus intelligent et plus impitoyable que ses ennemis. Il avait bâti son empire commercial en travaillant plus dur et en surpassant ses concurrents.
Chaque défi de sa vie avait été surmonté grâce à une planification minutieuse et une exécution acharnée. Candace, Paul et Eleanor pensaient l'avoir détruit ce soir-là. Ils ignoraient qu'ils avaient réveillé quelque chose qu'ils auraient dû laisser endormi. Trevor Daniels n'avait jamais perdu une guerre qu'il avait choisi de mener. Et cette guerre allait être différente de tout ce qu'il pouvait imaginer. À l'aube, Trevor avait rempli 3 carnets de plans, d'échéanciers et de plans d'urgence. Il avait identifié chaque faiblesse de leur défense, chaque atout qu'il croyait en sécurité, chaque relation à laquelle il tenait. L'avocat qu'il avait appelé avait, par inadvertance, lancé le premier pas vers ce qui allait devenir la campagne de destruction la plus complète jamais orchestrée par Trevor. Candace et Paul pensaient avoir gagné en révélant leur secret. Ils allaient apprendre que certaines victoires ont un prix trop terrible à imaginer. Chapitre 3. La guerre commence. Trevor n'alla pas travailler le lendemain matin. Au lieu de cela, il resta assis dans sa cuisine à boire du café et à regarder Candace accomplir sa routine matinale avec le détachement clinique d'un prédateur étudiant sa proie. Elle se déplaçait dans leur maison avec l'aisance experte de quelqu'un qui vit un mensonge parfaitement écrit. Préparant le petit déjeuner, discutant de la météo, embrassant sa joue d'un baiser d'adieu, celui d'un autre homme quelques heures auparavant. Réunion tardive ce soir, dit-elle en ajustant ses boucles d'oreilles dans le miroir du couloir. Je ne serai peut-être pas de retour avant 22 heures. Un autre mensonge proféré avec une conviction digne d'un Oscar. Trevor hocha la tête et sourit, jouant son rôle dans leur théâtre grotesque. Je laisserai le dîner au réfrigérateur. Après le départ de Candace, Trevor appela les 3 gérants de son magasin et leur annonça qu'il prenait une semaine de congé. Puis il se rendit dans un quartier qu'il fréquentait rarement. Le genre de quartier où les gens s'occupaient de leurs affaires et posaient peu de questions. L'agence de détective privée de Frank Castellano opérait dans une galerie marchande, entre un prêteur sur gage et un salon de tatouage. Frank était un ancien policier de 60 ans qui avait perdu son badge pour usage excessif de la force, mais qui s'était forgé une réputation de résultats officiels. Trevor l'avait rencontré 5 ans auparavant lorsqu'un associé avait tenté de le voler et que Frank avait fourni des preuves qui avaient complètement détruit sa vie. Trevor Daniels. Frank sourit en se levant de derrière son bureau encombré. Je me suis demandé quand tu franchirais à nouveau ma porte. Quelqu'un t'a volé. Quelque chose comme ça, dit Trevor en s'installant dans le fauteuil en cuir craquelé en face du bureau de Frank. J'ai besoin d'une enquête complète. Dossiers financiers, habitudes de voyage, journaux de communication, antécédents professionnels, dossiers médicaux, relations familiales, tout. Frank sortit un bloc-notes jaune. Qui sommes-nous en train de surveiller? Ma femme, Candace Daniels, son amant, Paul Morrison, et sa mère, Eleanor Hartwell. La plume de Frank s'immobilisa. En 30 ans d'enquête privée, il avait appris à décrypter les motivations des gens avec une précision chirurgicale. L'homme assis en face de lui ne cherchait pas à tourner la page ou à obtenir des preuves pour un divorce. Trevor Daniels préparait une guerre. Cela va vous coûter cher, et je dis bien cher. Le genre d'enquête approfondie dont vous parlez, celle qui permet de fouiller des archives scellées et des bases de données protégées. Ce n'est pas donné. L'argent n'est pas un problème, dit Trevor en glissant un chèque de banque sur le bureau. Je veux tout savoir. Chaque secret, chaque faiblesse, chaque erreur qu'ils ont commise ou tenté de cacher. Et je veux que ce soit fait discrètement. Frank regarda le chèque. 50 000 $. Plus qu'assez pour acheter silence et rigueur à parts égales. Quel est le délai? 2 semaines. Après cela, je passe à la phase 2. Et la phase 2, c'est quoi? Trevor se leva et rajusta sa veste. Tu ne veux rien savoir, Frank? Tu ne veux vraiment rien savoir. Du bureau de Frank, Trevor se rendit au cabinet de son avocat, en centre-ville. Mitchell Gray gérait les affaires de Trevor depuis 8 ans, le guidant dans ses acquisitions, ses contrats et ses procès occasionnels. Mitchell était cher, influent et dénué de tout scrupule moral lorsqu'il s'agissait de protéger les intérêts de son client. Trevor, dit Mitchell en désignant la chaise en face de son bureau en acajou. J'ai entendu parler de la situation. Je suis désolé. Non, ce n'est pas le cas, dit calmement Trevor. Tu calcules tes heures facturables et tu te demandes combien ce divorce va me coûter. Alors laisse-moi te faire gagner du temps. Je ne divorce pas. Mitchell haussa les sourcils. Je ne suis pas sûr de comprendre. Candace pense qu'elle va divorcer et prendre la moitié de mes biens tout en emménageant avec son amant. Elle a fait une grave erreur de calcul. Trevor se pencha en avant. Je veux que tu liquides discrètement une partie de mes avoirs et que tu transfères l'argent à
L'étranger. Rien d'illégal, rien qui puisse alerter, mais je veux que mes principaux actifs soient protégés avant qu'elle ne passe à l'action. Trevor, je dois te prévenir que je cache des biens pendant la procédure de divorce. Elle n'a encore rien déposé. En attendant, je me contente de réorganiser mon portefeuille. Oh, le sourire de Trevor était glacial. Je veux aussi que tu fasses des recherches sur les conséquences juridiques de la fraude à la paternité. 16 ans de pension alimentaire obtenue par tromperie. Je veux savoir si je peux poursuivre pour récupérer chaque centime. Mitchell prit des notes. Son esprit juridique étudiait déjà les possibilités. Quoi d'autre? Je veux acheter une propriété. Un terrain industriel en dehors des limites de la ville, quelque part au loin. Un endroit privé. L'argent n'est pas un problème, mais il faut passer par des sociétés écrans. Plusieurs niveaux de propriété qui ne peuvent pas être reliés à moi. Puis-je demander pourquoi? Trevor se leva. Privilège du client. Mitchell. Il vaut mieux laisser certaines choses sans réponse. Cet après-midi-là, Trevor rendit visite à son directeur d'atelier le plus âgé, Carlos Rodriguez. Carlos travaillait chez Trevor depuis 12 ans, ayant commencé comme mécanicien et ayant gravi les échelons jusqu'à devenir directeur grâce à sa loyauté et à sa compétence. Plus important encore, Carlos avait grandi dans les mêmes quartiers que Trevor et comprenait les mêmes règles strictes en matière de trahison et de respect. « Patron », dit Carlos en levant les yeux du moteur. Il était en train de reconstruire. « Je croyais que tu prenais des congés. »« Moi? Si. C'est pour ça que je suis là. » Trevor fit signe à Carlos d'entrer dans le bureau derrière l'atelier. « J'ai besoin d'une faveur, Carlos. Une grande. Nommez-la. J'ai besoin que tu me trouves des gens. Le genre de personnes qui savent faire disparaître les problèmes en silence. Le genre de personnes qui ne posent pas de questions et ne laissent pas de témoins. » L'expression de Carlos ne changea pas, mais son regard se durcit légèrement. Dans sa jeunesse, avant que Trevor ne l'engage, Carlos avait fréquenté des gens dangereux. Il avait laissé cette vie derrière lui, mais les relations étaient restées. « Et ta femme? » Entre autres choses, Carlos hocha lentement la tête. Ce genre de personne, ça coûte cher. Et une fois qu'on s'engage sur cette voie, j'ai déjà emprunté des chemins plus sombres que celui-ci. Trevor l'interrompit. La question est de savoir si tu es avec moi ou contre moi. Tu m'as sauvé la vie en m'engageant. Tu m'as donné une chance alors que personne d'autre ne le ferait. Je suis avec toi jusqu'au bout, patron. Tout ce dont tu as besoin. Bien. J'ai besoin de présentation, pas de service. Pas encore, mais le moment venu, je veux des options. Ce soir-là, Trevor était assis dans un bureau à feuilleter des albums photos de famille pendant que Candace était à sa réunion tardive. Chaque photo ressemblait à une preuve dans une affaire criminelle. Des fêtes d'anniversaire où Paul se tenait aussi. Près des enfants. Des vacances en famille où Paul s'était mystérieusement montré disponible pour les rejoindre. Des matins de Noël où les cadeaux de Paul à Eden et Brooke avaient été plus attentionnés que ceux de Trevor. Son téléphone a sonné à 22h30 précise. Candace appelait du bureau. « Salut chérie, la réunion a duré super tard. Je vais rester chez maman ce soir au lieu de rentrer épuisé. » Un autre mensonge prononcé avec la même aisance désinvolte. Trevor entendait la voix de Paul en arrière-plan. Il ne s'était probablement pas rendu compte qu'il était audible. Bien sûr, Trevor a dit, « Conduisez prudemment. Je t'aime. Je t'aime aussi. » Après avoir raccroché, Trevor s'est servi un verre et a appelé Frank Castellano. « Ça ne fait qu'1 jour, » a dit Frank sans préambule. « J'ai besoin que tu accélères les choses. L'argent n'est pas un problème. Embauche qui tu veux. Soudoie qui tu veux, mais je veux des résultats préliminaires dans 72 heures. Qu'est-ce qui a changé? Les choses avancent plus vite que prévu, ce qui signifie que je dois aussi aller plus vite. » Trevor raccrocha et ouvrit son ordinateur portable. Au cours des 6 heures suivantes, il créa un tableur détaillé recensant chaque atout, chaque relation, chaque vulnérabilité de la vie de son ennemi. À l'aube, il avait identifié 17 points de pression différents qu'il pouvait exploiter, 12 relations qu'il pouvait détruire et 8 leviers financiers qu'il pouvait actionner pour faire s'écrouler leur monde. Candace pensait jouer aux échecs pendant que Trevor jouait aux dames. Elle était sur le point d'apprendre que Trevor Daniels ne faisait pas que jouer aux échecs. Il inventait de nouvelles règles en cours de partie. Des règles qui anéantiraient complètement ses adversaires. La guerre avait commencé et Trevor comptait bien être le seul survivant. Chapitre 4. Collecte de renseignements. Le rapport préliminaire de Frank Castellano arriva 72 heures plus tard sous la forme d'une épaisse enveloppe Kraft, livrée par un coursier qui n'avait posé aucune question et laissé aucune trace.
Trevor le lut dans son bureau verrouillé du garage principal. Chaque page révélait des couches de tromperie plus profondes qu'il ne l'avait imaginé. La liaison de Candace avec Paul Morrison n'avait pas commencé il y a 18 ans. Elle avait débuté 20 ans avant même qu'elle ne rencontre Trevor. Leur relation était suffisamment sérieuse pour que Paul la demande en mariage, mais Candace avait rompu lorsqu'elle avait découvert le problème de jeu et les dettes croissantes de Paul. Elle avait rencontré Trevor 6 mois plus tard à une exposition de voitures caritatives, enceinte des enfants de Paul et à la recherche d'un soutien de famille stable. Les résultats ADN confirmaient ce que Trevor savait déjà, mais l'enquête de Frank révélait pire. Candace et Paul n'avaient jamais vraiment mis fin à leur relation. Ils étaient restés en contact tout au long de son mariage avec Trevor, leur liaison reprenant dès que la vie de Paul se stabilisait. La réconciliation la plus récente avait commencé 2 ans plus tôt, lorsque Paul avait finalement arrêté de jouer et commencé son nouveau travail dans la gestion du bâtiment. Eleanor Hartwell n'était pas seulement au courant de la liaison, elle en avait été l'animatrice et la financière. Les relevés bancaires montraient des virements réguliers du fonds fiduciaire d'Eleanor à Candace et à Paul, y compris un acompte pour le nouvel appartement de Paul 6 mois plus tôt. Eleanor finançait leur foyer séparé, tandis que Trevor, sans le savoir, finançait leur vie de famille. Mais la découverte la plus accablante fut une série de courriels échangés entre Candace et un avocat spécialisé en divorce, daté de 3 mois plus tôt. Elle planifiait la destruction de Trevor depuis des mois, calculant le partage des biens, étudiant les demandes de pension alimentaire et élaborant des stratégies pour maximiser son règlement tout en minimisant les droits de garde de Trevor. Ces courriels révélaient une femme froide et calculatrice qui ne considérait Trevor que comme une ressource financière à exploiter et à jeter. Le passé de Paul Morrison révélait une autre forme de trahison. Son emploi dans le bâtiment était légitime, mais Frank avait découvert quelque chose d'intéressant. Paul travaillait sur un important projet de développement commercial qui nécessiterait d'importants services de réparation automobile pour le parc automobile du chantier. Des services que Paul avait détournés des ateliers de Trevor vers un concurrent appartenant au cousin de Candace. Trevor avait été systématiquement exclu des opportunités commerciales au sein de son propre réseau familial élargi. Ses contributions financières lui avaient été confisquées tandis que son expertise professionnelle était délibérément mise à mal. Les profils psychologiques compilés par Frank dressaient le portrait d'une manipulation calculée s'étalant sur près de 2 décennies. Candace n'était pas seulement une épouse infidèle. C'était une arnaqueuse sophistiquée qui avait identifié Trevor comme la cible idéale et avait mis en œuvre une stratégie, à long terme, pour en tirer le meilleur parti, tout en préservant sa relation principale avec Paul. Trevor termina la lecture du rapport tandis que son fils était assis devant la fenêtre de son bureau. Il savait que sa femme le trompait, mais découvrir l'ampleur et la durée de sa tromperie lui avait donné l'impression d'apprendre que toute sa vie d'adulte n'avait été qu'une mise en scène élaborée destinée à le dépouiller. Il convoqua Carlos dans son bureau et lui fit part des passages pertinents du rapport de Frank. « Seigneur, patron, » dit Carlos en secouant la tête. « C'est pire que je ne le pensais. Quel est le plan? » La première phase consiste à recueillir davantage de renseignements. Je veux connaître leurs habitudes quotidiennes, leurs lieux de rencontre, leurs modes de communication. Tout. Trevor ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un petit appareil numérique. Frank lui fournit des gadgets intéressants. Dispositifs de localisation, surveillance audio, équipement de surveillance numérique, tout cela est légalement flou, mais pas techniquement illégal s'il est utilisé correctement. Vous voulez que je les installe? Je veux que vous vous coordonniez avec les hommes de Frank. Surveillance professionnelle, équipement professionnel, résultats professionnels. Nous allons cartographier l'ensemble de leurs opérations avant de frapper. Carlos acquiesça. Et la deuxième phase? Le sourire de Trevor était arctique. La deuxième phase est celle où les choses deviennent créatives. Ce week-end-là, tandis que Candace emmenait les enfants rendre visite à Eleanor officiellement et à Paul officieusement, Trevor visita la propriété industrielle que Mitchell Gray avait achetée via des sociétés écrans. 200 acres d'entrepôts abandonnés à 40 minutes de la ville. Entouré d'une clôture grillagée et complètement isolé des voisins et des observateurs occasionnels. L'entrepôt principal était une relique des années 1970. Ses sols en béton et ses hauts plafonds étaient parfaits. Pour les besoins de Trevor. Il a passé la journée à prendre des mesures, à planifier des rénovations et à imaginer comment l'espace répondrait à ses objectifs. Lundi matin, Trevor s'est rendu à sa banque et a liquidé $1 million d'actifs,
transférant l'argent sur des comptes offshore que Mitchell avait ouverts. Puis il s'est rendu à une réunion avec quelqu'un que Carlos lui avait présenté, un homme qui se faisait appeler Vincent et qui ne posait aucune question sur ses noms ou ses motivations. Vincent travaillait pour un cabinet de conseil en sécurité légitime, mais sa véritable expertise résidait dans l'acquisition de biens et de services existants dans des zones d'ombre juridique. Pour un prix raisonnable, Vincent pouvait fournir l'équipement, l'expertise et le personnel nécessaires à des situations exigeant une discrétion absolue. Votre ami Carlos vous dit que vous avez besoin d'une assistance spécialisée. Vincent a dit que son bureau était décoré de souvenirs militaires et de photos encadrées de déploiements de sécurité dans divers points chauds du monde. Je dois rénover un entrepôt pour des activités commerciales privées. Les travaux doivent être effectués discrètement par des personnes qui ne tiennent pas de registre et ne posent pas de questions. Quel genre de rénovation? Trevor a remis à Vincent un ensemble détaillé de plans d'architecture qu'il avait préparés pendant le week-end. Pièces insonorisées, construction renforcée, éclairage et ventilation spécialisés, sous-sol. Des zones de stockage, des systèmes de sécurité inaccessibles aux agences extérieures. Vincent étudia les plans avec un intérêt professionnel. Il s'agit d'une construction spécialisée, du genre qui exige des ouvriers spécialisés et un silence singulier. L'argent n'est pas un problème. Le délai est de 4 semaines. Cela va coûter cher. Des sommes à 7 chiffres. Trevor lui tendit un chèque de banque. C'est un acompte. Vous recevrez le reste une fois la construction terminée et testée selon mes spécifications. Vincent regarda le chèque, 500 000 $, et hocha lentement la tête. J'aurai des équipes ici demain. Elles travailleront de nuit, utiliseront du liquide et oublieront l'existence de cet endroit une fois terminé. Ce soir-là, Trevor était assis dans son bureau et examinait les rapports de surveillance détaillés de Frank. Le tableau des services de renseignement se précisait. Candace et Paul maintenaient un calendrier régulier de réunions, de communication et de transactions financières qui révélaient une vie parallèle, complètement différente de tout ce que Trevor avait connu. Ils se retrouvaient les mardis et jeudis soirs chez Eleanor, arrivant généralement séparément et y passant la nuit. Les visites du week-end incluaient toujours les enfants, créant des réunions familiales auxquelles Trevor n'était jamais invité. Paul avait les clés de la maison d'Eleanor et de sa propre chambre là-bas, avec des effets personnels et des photos de famille qui se sont inclus, mais ont exclu Trevor. Les dossiers financiers ont montré une opération sophistiquée de blanchiment d'argent conçue pour cacher les actifs et les revenus de la découverte potentielle de Trevor. Les dispersions de fonds en fiducie d'Eleanor ont été structurées pour éviter de déclencher des exigences de déclaration, tandis que les modèles de dépenses de Candace ont indiqué qu'elle maintenait 2 ménages distincts avec l'argent de Trevor. Plus important encore, Frank avait découvert que Candace et Paul avaient déjà signé un bail dans une maison à travers la ville, une maison familiale de 4 chambres dans laquelle ils prévoyaient d'emménager immédiatement après avoir servi Trevor avec des papiers de divorce. Le bail devait commencer dans 6 semaines, suggérant que leur calendrier pour détruire la vie de Trevor s'accélère. Trevor a fermé les dossiers de surveillance et a ouvert son ordinateur portable. Au cours des 3 heures suivantes, il a mis à jour son plan directeur avec de nouvelles renseignements, ajustant les délais et ciblant les stratégies basées sur les modèles et les faiblesses révélées de son ennemi. La phase 2 commencerait dans 2 semaines une fois les rénovations de l'entrepôt terminées et tous les actifs de surveillance étaient en place. Mais avant le événement principal, Trevor a eu quelques mouvements préliminaires à faire. Des frappes stratégiques conçues pour déstabiliser ses cibles et créer les conditions psychologiques nécessaires à leur destruction complète. Candace, Paul et Eleanor pensaient qu'ils jouaient un long jeu, démantelant systématiquement la vie de Trevor tout en construisant la leur. Ils ne savaient pas que Trevor jouait entièrement un jeu plus profond, celui où leur victoire deviendrait le fondement de leur annihilation absolue. Le chasseur était devenu le chassé, mais il ne le savait pas encore. Chapitre 5. La configuration. 2 semaines plus tard, l'entrepôt de Trevor avait été transformé en quelque chose qui aurait impressionné les planificateurs des opérations spéciales militaires. Les équipages de Vincent avaient travaillé avec une précision d'horlogerie, l'installation de muses insonorisées, des portes en acier renforcées, des systèmes de ventilation de qualité industrielle et des zones de stockage souterraines accessibles uniquement par des panneaux cachés. L'installation contenait désormais tout ce que Trevor aurait besoin pour la phase finale de son plan, y compris certaines capacités qu'il espérait qu'il n'aurait pas à utiliser. L'opération de surveillance de Frank avait fourni une image complète de l'intelligence de ses mouvements de cible, des communications et des vulnérabilités.
Trevor savait maintenant que Candace et Paul prévoyaient de le servir avec des papiers de divorce en exactement 10 jours, tirant leur attaque pour coïncider avec la fin de l'année scolaire où ils pourraient immédiatement déménager les enfants dans leur nouvelle maison. Mais Trevor avait décidé de ne pas attendre leur déménagement. Il était temps de commencer à déstabiliser leur plan soigneusement construit. La première grève est arrivée un mardi matin lorsque Paul Morrison est arrivé sur son chantier de construction pour découvrir que son équipement d'équipage avait été vandalisé pendant la nuit. Chaque pièce de machine avait été sabotée d'une manière qui ne serait pas immédiatement apparente, mais provoquerait des échecs catastrophiques dans les heures de fonctionnement. Rien de traçable à Trevor, mais suffisamment professionnel pour suggérer à quelqu'un avec une grave expertise mécanique et orchestrer l'attaque. Les défaillances de l'équipement ont été en cascade tout au long de la semaine, provoquant des retards massifs sur le projet de Paul et déclenchant des clauses de pénalité dans son contrat de construction. Vendredi, la société de Paul faisait face à une perte de $100 000 et à une faillite potentielle. Un problème qui disparaîtrait si une personne ayant une expertise automobile aidait à réparer les machines de sabotage. Le deuxième mouvement de Trevor était plus subtil, mais tout aussi dévastateur. Par le biais des sociétés écrans et les intermédiaires, il a commencé à acquérir des instruments morts et des relations commerciales dans tout le réseau étendu de Candace et Paul, une hypothèque détenue par Eleanor S. Bank. Les lignes de crédit utilisées par les activités en difficulté de Paul servent de contrat avec l'école privée Eden et Brooke. En une semaine, Trevor a contrôlé un effet de levier financier important sur tous les aspects de la vie de son ennemi, bien qu'il reste complètement au courant de son influence invisible sur leurs fondations économiques. La troisième décision a été la guerre psychologique. Trevor a commencé à laisser des preuves subtiles qu'il en savait plus qui ne l'admissionnait. Une carte de visite Paul Morrison laissée sur le comptoir de la cuisine. Mentions occasionnelles des récentes réunions de famille d'Eleanor lors de la conversation pour le dîner. Des questions innocentes sur les réunions de travail tardives de Candace qui comprenaient les détails que seule la surveillance aurait pu fournir. L'effet a été de créer une paranoïa et une suspicion parmi ses cibles sans leur donner de preuves concrètes des connaissances ou des intentions de Trevor. Candace est devenue de plus en plus nerveuse. Paul a commencé à regarder par-dessus son épaule et Eleanor a commencé à insister sur davantage de mesures de sécurité pour leur réunion clandestine. Mais le chef-d'œuvre de Trevor était le quatrième coup, qui a nécessité patience, timing et précision absolue. Grâce au contact de Vincent, Trevor avait pris des dispositions pour que Paul Morrison se fasse offrir un contrat de construction lucratif dans un autre État. L'offre est venue d'une entreprise légitime avec une excellente réputation, mais le contrat a été structuré pour exiger la relocalisation immédiate de Paul pour superviser un projet d'1 an. Les termes financiers étaient trop bons pour refuser. Mais l'acceptation signifierait laisser derrière lui sa relation avec Candace et les enfants au moment où leur plan de divorce se concrétisait. Trevor avait créé un dilemme classique. Paul pourrait choisir une sécurité financière ou une relation personnelle, mais pas les deux. L'un ou l'autre choix déstabiliserait le complot contre Trevor et fournirait des ouvertures pour une manipulation supplémentaire. Les rapports de surveillance ont montré que les fractures de stress commençant à apparaître. Les réunions de Candace et Paul sont devenues tendues. Leurs conversations se sont de plus en plus concentrées sur les désaccords sur le calendrier et la stratégie. Eleanor avait commencé à se demander si leur plan de divorce se déplaçait trop rapidement, suggérant qu'ils avaient besoin de plus de temps pour se préparer aux réponses potentielles de Trevor. La campagne de pression systématique de Trevor fonctionnait exactement comme conçu, créant un doute, une peur et un conflit entre ses ennemis tout en positionnant lui-même en tant que maître de marionnettes invisibles contrôlant leurs choix et leurs réactions. Vendredi soir, Trevor a reçu un SMS de Candace consigne ses plans de week-end en raison d'une urgence familiale chez Eleanor. Au lieu de la colère ou de la suspicion qu'un tel message aurait pu provoquer un mois plus tôt, Trevor n'a ressenti que la satisfaction. L'équipement de surveillance qu'il avait installé chez Eleanor enregistrerait la réunion de crise qu'il tenait, lui fournissant des renseignements en temps réel sur leurs plans changeants et leurs états psychologiques. Cette nuit-là, Trevor s'est assis dans son étude en écoutant des flux audio de la maison d'Eleanor à travers des écouteurs haut de gamme. La conversation était tout ce qu'il espérait, et plus encore. « Quelque chose ne va pas », disait Candace, sa voix serrée de stress. Trevor a été différent ces derniers temps. Il sait des choses qu'il ne devrait pas savoir. « Vous êtes paranoïaque » a répondu Paul, mais son ton a suggéré qu'il était également inquiet. « Nous avons fait attention. » « Attention »
La voix d'Eleanor était tranchante avec anxiété. Les affaires de Paul s'effondrent. Trevor pose des questions étranges. Et maintenant cette offre d'emploi c'est trop pratique pour être une coïncidence. Quelqu'un joue à des jeux avec nous. Trevor sourit dans l'obscurité. Il commençait à comprendre qu'ils étaient attaqués, mais il ne savait pas qui les attaquait ni à quel point son intelligence et sa préparation étaient complètes. Leur paranoïa était justifiée, mais leur réponse était prévisible et vulnérable à une manipulation supplémentaire. Nous devons accélérer le calendrier, a poursuivi Candace. Servir les papiers la semaine prochaine au lieu d'attendre. C'est exactement ce que nous ne pouvons pas faire, a expliqué Eleanor. Si Trevor soupçonne quelque chose, précipiter le divorce confirme ses soupçons et nous désavantagera. Trevor les a écoutés sur la stratégie et le calendrier de débat. Chaque argument révélant davantage sur leur processus de planification et ses vulnérabilités psychologiques. Ils avaient peur, confus et commençaient à se retourner les uns les autres. Exactement l'état mental que Trevor en avait besoin pour la phase 2 de son plan. Il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à mettre à jour son calendrier opérationnel. L'entrepôt était prêt. Le réseau de surveillance offrait une intelligence parfaite. Ses préparatifs financiers et juridiques étaient terminés et ses ennemis se déstabilisaient par la peur et l'incertitude. Il était temps de passer de la configuration à l'exécution. En 72 heures, Trevor initierait la phase finale de son plan. Une séquence d'événements qui transformerait Candace, Paul et Eleanor de conspirateurs confiants en victimes brisées en mendiant la miséricorde qu'ils ne recevraient jamais. Trevor Daniels avait passé un mois à se préparer à la guerre. Il était maintenant temps de le gagner. Chapitre 6. Le piège. Dimanche soir, il est arrivé avec une chaleur non saisonnière pour octobre. Le genre de temps qui a fait que les gens laissent les fenêtres ouvertes et font des promenades inattendues. Trevor avait passé la journée dans son entrepôt effectuant des tests d'équipements finaux et examiné ses plans opérationnels avec la précision méthodique d'un chirurgien se préparant à une opération complexe. À 19 heures, il a activé la première phase de sa fin de partie. Le téléphone de Paul Morrison a sonné pendant qu'il dînait avec Candace et les enfants chez Eleanor. L'appelant s'est identifié comme le superviseur du site pour le projet de construction d'Utofstadt, signalant une défaillance de l'équipement catastrophique qui a nécessité la consultation immédiate de Paul. Sans son expertise, l'appelant a expliqué que le projet fermerait pendant des semaines, coûtant des millions et détruisant la réputation de l'entreprise de Paul pour toujours. Trevor a écouté l'appel à travers un équipement de surveillance, regardant le visage de Paul via des caméras cachées comme la pression montait. L'urgence a été complètement fabriquée. Le peuple de Vincent était exceptionnellement qualifié pour créer une crise convaincante, mais Paul n'avait aucun moyen de le savoir. « Je dois y aller », a dit Paul à Candace, son visage pâle de stress. Cela pourrait faire faillite l'entreprise. « Vous ne pouvez pas partir maintenant », a protesté Candace. « Nous sommes censés rencontrer un avocat demain au sujet des documents de divorce. » « C'est plus important que votre divorce », a cassé Paul. La pression provoque enfin des fissures dans leur relation. Si je perds ce contrat, nous n'aurons pas d'argent pour combattre Trevor de toute façon. Trevor sourit, regardant leur argument s'intensifier à travers ses caméras. Rien n'a détruit les complots plus rapidement que la pression financière et les priorités contradictoires. Paul a quitté la maison d'Eleanor à 20h30, en conduisant vers l'autoroute et l'urgence fabriquée qui le garderait occupé pendant les prochaines heures. La phase a été complète. Paul avait été isolé de son réseau de soutien et était entraîné dans la zone opérationnelle préférée de Trevor. À 21h, Trevor a activé la phase 2. Le téléphone de Candace a reçu un message crypté qui semblait provenir de son avocat en divorce. Réunion d'urgence requise. Les preuves suggèrent que Trevor connaît l'affaire. Se réunir à un autre emplacement pour discuter de la stratégie. Venez seul. Le message comprenait une adresse dans le quartier des entrepôts, et non sur les installations de Trevor, mais un immeuble de bureau légitime où les gens de Vincent avaient établi un service de consultation juridique temporaire avec une documentation authentique et des apparitions professionnelles. Trevor a regardé la réaction de Candace à travers des caméras cachées alors qu'elle lisait le message. Son visage est devenu blanc, ses mains tremblant alors qu'elle montrait le texte à sa mère. « Je dois y aller », a déclaré Candace à Eleanor. « Si Trevor nous a découverts, j'ai besoin de savoir à quel point c'est mauvais. »« C'est trop dangereux », a protesté Eleanor. « Et si c'est un piège fixé par qui ? Trevor ne connaît pas l'avocat et personne d'autre ne connaît nos plans. » Trevor a presque ri, à haute voix.
L'incapacité de son ennemi à imaginer la portée de ses opérations de renseignement facilitait beaucoup son travail. Candace a quitté la maison d'Eleanor à 21h45. Conduire vers ce qu'elle croyait était une rencontre avec son avocat, mais a en fait été la première étape de son enlèvement. Le peuple de Vincent l'intercepterait sur la route, utilisant des techniques professionnelles pour la convaincre qu'elle était placée en garde à vue en raison de menaces contre sa sécurité. À 22h30, Trevor a activé la phase 3. La sonnette d'Eleanor a sonné et à travers ses caméras de sécurité, elle a vu deux hommes en costume coûteux en tenant une identification officielle. Ils ont affirmé que des enquêteurs fédéraux travaillant sur un groupe de travail sur les délits financiers, suivant des activités bancaires suspectes liées à la dispersion du fonds en fiducie d'Eleanor. Les hommes étaient en fait des agents de Vincent, mais leurs informations d'identification étaient des contrefaçons parfaites soutenues par des documents et des numéros de badges authentiques qui vérifieraient si Eleanor essayait de les vérifier. Leur histoire était que quelqu'un utilisait les informations financières d'Eleanor pour blanchir de l'argent par le biais de sociétés d'échocage, et il avait besoin de sa coopération pour l'empêcher d'être inculpé comme accessoire. Eleanor, déjà paranoïaque des événements de la soirée, les a invités à l'intérieur pour ce qu'elle pensait être une interview de routine. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée à accepter de les accompagner à un endroit sûr où elle pourrait témoigner de la surveillance potentielle de l'organisation pénale qui aurait utilisé ses comptes. À minuit, les trois cibles étaient sous la garde de Trevor, bien qu'aucun d'entre eux ne comprenne encore la vraie nature de leur situation. Ils croient qu'ils avaient affaire à des urgences distinctes, crise commerciale, urgence légale, enquête fédérale. N'ayant aucune idée que ces événements étaient connectés ou orchestrés par Trevor, l'entrepôt où ils ont finalement été transportés avait été conçu pour ressembler à une maison de sécurité du gouvernement légitime. Plusieurs chambres, équipements de sécurité professionnels, documentation officielle et personnel qui ont maintenu leur identité de couverture avec une condamnation au niveau de l'académie. Trevor ne s'est pas révélé immédiatement. Au lieu de cela, il les a laissés passer plusieurs heures dans des pièces séparées, chacun croyant qu'ils étaient en garde à vue ou en consultation d'urgence. Leur stress et leur confusion se renforcent, leur crise individuelle semblait dégénérer de leur contrôle. À 3 heures du matin, Trevor a finalement fait son entrée. Il est entré dans la salle de conférence centrale où le peuple de Vincent avait assemblé les trois cibles. Son apparence mettant fin à leur confusion et la remplaçant par une terreur absolue. Candace a commencé à hyperventiler. Le visage de Paul est devenu cendré et Eleanor regarda simplement sous le choc de l'homme qu'ils avaient passé des mois à planifier de détruire. « Bonjour », dit Trevor, s'installant dans une chaise en face d'eux avec la facilité occasionnelle de quelqu'un complètement en contrôle. « Je crois que nous avons des choses à discuter. » La pièce insonorisée a absorbé le cri de Candace, et le sourire de Trevor n'a jamais hésité. Après un mois de planification minutieuse et d'exécution des patients, la véritable conversation pourrait enfin commencer. Ses ennemis étaient exactement là où il les voulait. Isolés, terrifiés et complètement à sa merci. Maintenant, ils apprendraient ce qui est arrivé aux gens qui trahissaient Trevor Daniels. Chapitre 7. Le calcul. La salle de conférence de l'entrepôt de Trevor a été conçue pour briser les gens psychologiquement avant que toute persuasion physique ne devienne nécessaire. Éclairage fluorescent dur, chaises en acier inconfortables, murs bordés de surveillance moniteurs montrant des couloirs vides et des portes verrouillées. Plus important encore, l'isolement sonore complet qui a rendu les cris inutiles tout en permettant à la conversation normale de porter le poids de l'intimité absolue. Trevor s'était transformé en vêtements de style militaire, un pantalon tactique noir, des bottes de combat et un t-shirt noir ordinaire qui montraient la construction musculaire qu'il a maintenue à travers des décennies de travail physique. Ce n'était pas l'homme d'affaires de banlieue que ces prisonniers pensaient savoir. C'était le prédateur qu'ils avaient réveillé. 20 ans, a déclaré Trevor, sa voix calme et conversationnelle. 20 ans de mensonges, de vols et de trahison. 20 ans à me regarder aimer les enfants qui n'étaient pas à moi, pendant que tu riais de ma stupidité derrière mon dos. Candace sanglotait, sa façade soigneusement entretenue de la respectabilité des banlieues complètement brisée. Paul était assis rigide avec la terreur, comprenant enfin l'ampleur de sa erreur de calcul. Eleanor a maintenu son sang-froid aristocratique, mais ses mains tremblaient en agrippant sa chaise. « Trevor, s'il vous plaît, commença Candace. » Mais Trevor leva une main pour le silence. « Je vais expliquer comment cela fonctionne, a-t-il poursuivi. Vous allez écouter. Vous allez tout avouer,
puis vous allez payer pour ce que vous avez fait. L'alternative est considérablement moins agréable. Il a appuyé sur un bouton sur une télécommande, et les moniteurs muraux ont pris vie. Les écrans ont montré des images de surveillance des mois à les regarder. Moments intimes entre Candace et Paul. Réunion financière avec Eleanor. Conversation sur le divorce de Trevor et le vol de ses actifs. Même des images de réunions de famille où ils avaient célébré les vacances ensemble tout en l'excluant. Je sais tout ce que Trevor a dit. Chaque mensonge, chaque vol, chaque instant que vous pensiez que vous étiez en sécurité. Je connais les comptes offshore, les sociétés écrans, les offres commerciales que vous avez éloignées de mes entreprises. Je connais la maison dans laquelle vous prévoyez d'emménager la semaine prochaine, et je connais la stratégie de garde conçue pour m'éloigner des enfants que j'ai passé 16 ans à aimer. Paul a finalement trouvé sa voie. Trevor, mec, nous pouvons résoudre ce problème. Cela ne doit pas être comme ça. Le rire de Trevor était glacial. Travaillez. Vous avez volé ma femme, mes enfants, mon argent et 16 ans de ma vie. Tu es mon meilleur ami et tu m'as trahi chaque jour pendant 2 décennies. Il n'y a pas de travail, Paul. Il n'y a que le prix. Eleanor a essayé de maintenir son autorité. Cet enlèvement, Trevor. Vous ne pouvez pas. Je peux faire ce que je veux. Trevor interrompit. Vous êtes à 40 mètres de la civilisation dans un établissement que personne ne sait existe. Tenu par des personnes qui n'existent dans aucun dossier officiel. Je pourrais te garder ici pour toujours et personne ne te trouverait jamais. Il se leva et se dirigea vers une armoire, récupérant un portefeuille en cuir rempli de documents. Mais je ne suis pas un monstre. Je suis un homme d'affaires. Donc, je vais vous offrir un choix. Trevor a placé les documents sur la table. Option 1. Vous confessez tout sur la vidéo, transférez tous les actifs volés, signez des documents de garde, me donnant des droits complets à Eden et Brooke, et acceptez de disparaître de leur vie en permanence. En échange, je vous laisse vivre. Et l'option 2, a demandé Eleanor, bien que sa voix lui suggérait de ne pas vouloir savoir. L'option 2 est la raison pour laquelle j'ai construit les zones de stockage souterraines insonorisées, a déclaré Trevor tout simplement. La menace suspendue dans l'air comme une présence physique. Les confessions seront détaillées, Trevor a continué. L'expression de Trevor n'a pas changé, mais il a appuyé sur un autre bouton sa télécommande. Grâce aux conférenciers de la salle de conférence, audio d'Eden et de Brooke en riant. Les voix des enfants qui sont le centre du monde de Trevor depuis 16 ans. Ces enfants vont grandir soit en sachant que leur mère a coopéré avec la justice, a déclaré Trevor, soit se demander pourquoi elle a disparu sans explication. Votre choix. La pression psychologique était dévastatrice. Trevor ne menaçait pas seulement leur vie. Il menaçait leur relation avec les enfants qu'il lui avait volés. Les mêmes enfants dont l'amour avait été la plus grande joie de Trevor et la plus profonde blessure. Un par un, ils ont cassé. Candace a avoué d'abord. Son témoignage vidéo révélant la nature calculée de leur tromperie avec une clarté dévastatrice. Elle avait identifié Trevor comme un fournisseur approprié après que la dépendance au jeu de Paul avait fait de lui un partenaire peu fiable. Leur mariage avait été un arrangement commercial conçu pour extraire un soutien financier maximal, tout en maintenant sa vraie relation avec Paul. La confession de Paul était encore plus dommageable, révélant la manière systématique de la manière dont il avait sapé les intérêts commerciaux de Trevor tout en prétendant l'amitié. Il avait dirigé des contrats des magasins de Trevor, partagé des informations commerciales confidentielles avec des concurrents et sabote activement les relations professionnelles de Trevor au sein de leur réseau étendu. Le témoignage d'Eleanor a révélé la portée de la conspiration financière, y compris des enregistrements détaillés des transferts d'argent, des stratégies de cachette d'actifs et la coordination requise pour maintenir leur structure familiale parallèle pendant 2 décennies. À l'aube, Trevor avait des confessions vidéo complètes, signé des documents juridiques, transféré tous les actifs contestés à son nom et des accords de garde qui feraient de lui le tuteur de l'âme des enfants. Plus important encore, il avait une domination psychologique complète sur 3 personnes qui ne menaceraient plus jamais ses intérêts ou ses relations. Mais Trevor n'était pas terminé. Les confessions et les documents juridiques n'étaient qu'une base pour la vraie punition qu'il prévoyait. Vient maintenant la partie intéressante. Trevor a dit, son sourire ne retenant aucune chaleur. Vous allez disparaître. La phase finale du plan de Trevor garantirait que Candice, Paul et Eleanor ne pourraient plus jamais le menacer, tout en envoyant un message à toute autre personne qui pourrait envisager de trahir Trevor Daniels à l'avenir. Le calcul était terminé, mais la punition ne faisait que commencer.
Chapitre 8. La punition. La phase de punition de Trevor a commencé avec la destruction systématique des identités et des liens sociaux de son ennemi. Utilisant les confessions qu'ils ont fournies avec des preuves que Frank Castellano avait rassemblées au cours des semaines de surveillance. Trevor a orchestré une campagne d'humiliation publique qui leur laisserait sans amis, sans emploi et complètement isolés. La première étape a été l'annihilation financière. En utilisant les documents juridiques que ces prisonniers avaient signés, Trevor a eu accès à leurs comptes bancaires, aux portefeuilles d'investissement et aux lignes de crédit. En 48 heures, chaque actif qu'il possédait avait été transféré à son nom ou à liquider pour payer des dettes fabriquées aux sociétés d'observation qu'il contrôlait. Les activités de construction de Paul Morrison se sont effondrées pendant la nuit lorsque Trevor a appelé les prêts qu'il avait acquis secrètement. Le crédit de Candace a été détruit par des attaques coordonnées contre ses antécédents financiers. Le fonds fiduciaire d'Eleanor a été gelé, en attendant une enquête sur les activités de blanchiment d'argent qu'elle a avouées en vidéo. Mais la destruction financière n'était que l'apéritif. Le cours principal de Trevor était l'oblitération sociale. Il a publié des parties soigneusement éditées de leurs confessions vidéo à certains membres de leurs réseaux sociaux et professionnels. Les collègues de Candace au bureau des services sociaux ont appris sa tromperie et son vol systématique. Les contacts de l'industrie de la construction de Paul ont reçu des preuves de ses pratiques commerciales frauduleuses. Les amis du country club d'Eleanor ont découvert son rôle dans la facilitation de 2 décennies d'adultère et de crimes financiers. L'effet était dévastateur. Candace a été licenciée de son emploi et a été mise sur liste noire à partir du travail des services sociaux dans tout l'État. Le permis de construction de Paul a été révoqué en attendant une enquête. Eleanor a été expulsée de son country club et évitée par les cercles sociaux qui a défini son identité pendant 60 ans. Trevor ne s'est pas arrêté avec leurs réseaux immédiats. Il a systématiquement contacté leurs familles élargies, ses anciens collègues et leurs connaissances occasionnelles, fournissant des preuves qui ont détruit toutes les relations qu'ils avaient établies au cours de leur vie. En une semaine, les 3 ont été complètement isolés. Leur réputation si profondément détruite que la reconstruction serait impossible. Mais la destruction sociale et financière ne suffisait pas à Trevor. Il voulait qu'ils éprouvent la même impuissance et craignent qu'il ait ressenti lors de leur apprentissage sur leur trahison. Le psychologique La Guerre s'est poursuivie avec une campagne de surveillance et d'intimidation qui leur faisait comprendre qu'ils étaient surveillés constamment. Le peuple de Trevor apparaîtra où qu'ils allaient. L'épicerie, les stations-service, les rendez-vous médicaux. Ne menaçant jamais, ne parlant jamais, juste là. Rappel constant que la portée de Trevor était illimitée. Et son attention était permanente. Leurs téléphones ont reçu des appels à des heures aléatoires. Parfois, le silence, parfois l'audio de leur propre conversation qui leur a repris. Parfois, respirer juste avant la mort de la ligne. Le courrier a été livré aux adresses où ils ne vivaient plus. Leurs quelques connaissances restantes ont reçu des paquets anonymes contenant des preuves de crimes et de trahison supplémentaires. Le message était clair. Trevor possédait complètement leur vie, et il n'y avait nulle part où ils pouvaient se cacher de son influence. 3 semaines après leur confession, Trevor a fait son dernier déménagement. Candace a reçu un forfait contenant des papiers de divorce, des documents de garde attribuant à Trevor des droits parentaux complets et un billet de bus à sens unique pour une petite ville du Montana où le peuple de Vincent avait organisé pour elle de travailler comme concierge de nuit dans une usine de transformation de la viande. Le travail était légitime, mais il était également complètement isolé de toute connexion ou opportunité professionnelle. Le colis de Paul contenait des documents de mise en faillite, des formulaires de plainte pénale qui seraient déposés s'il restait dans l'État, et un billet aller simple pour l'Alaska, où il pourrait travailler dans la construction de champs pétroliers. Un travail dangereux et isolé qui correspondait à son nouveau statut de paria social. Le package d'Eleanor était la documentation la plus dévastatrice prouvant que son gendre contrôlait maintenant son ancienne maison, ses comptes bancaires et ses relations sociales. Son billet aller simple était en Floride pour une communauté de retraite qui s'adressait à des résidents âgés, indigents sans soutien familial. Chaque package comprenait la même note manuscrite. Vous avez 48 heures pour disparaître. Si jamais je revois l'un de vous, si vous contactez Eden ou Brooke, si vous retournez dans cet état, les vidéos de vos confessions seront publiées dans leur intégralité à chaque média du pays. Vous passerez le reste de votre vie en tant que symbole public de trahison et de fraude. Trevor a regardé à travers des caméras de surveillance alors que chacun d'eux recevait ses colis.
leur visage reflétant le désespoir complet des personnes qui avaient tout perdu et n'avaient pas de chemin vers leur vie antérieure. Mais Trevor a eu une dernière surprise. Le jour où il devait quitter la ville, Trevor s'est arrangé pour être à la gare routière, pas pour menacer ou se réjouir, mais transmettre son message final personnellement. Vous pensiez que vous pouviez voler ma vie et disparaître dans votre fin heureuse, leur a-t-il dit, sa voix transportant à travers le terminal presque vide. Au lieu de cela, vous m'avez appris quelque chose d'important. Il y a deux types de personnes dans ce monde, des prédateurs et des proies. Vous avez passé 20 ans à penser que j'étais la proie. Maintenant, vous savez mieux. Il a remis à chacun une enveloppe finale. À l'intérieur, il y avait des numéros de comptes bancaires pour des comptes offshore contenant 50 000 $ chacun. Assez d'argent pour recommencer, mais pas assez pour vivre confortablement. Les comptes sont venus avec des conditions. L'argent ne pouvait être accessible que s'ils sont restés dans leurs emplacements assignés et je ne voulais jamais contacter personne de leur vie ancienne. Je ne sais pas. Regardez. Et si vous essayez de revenir, si vous essayez de contacter mes enfants, si vous essayez de vous interférer à nouveau avec ma vie, ces confessions seront le moindre de vos problèmes. Alors que leur bus s'éloignait, portant ses ennemis vers une vie d'exil et d'isolement, Trevor a senti une profonde satisfaction s'installer dans ses os. La justice avait été rendue avec une précision chirurgicale, ne laissant aucune fin lâche et aucune possibilité de menace future. La guerre était terminée et Trevor Daniels avait complètement gagné. Chapitre 9. Le nouveau départ. 6 mois plus tard, Trevor se tenait dans son arrière-cour en regardant Eden, Moe la pelouse tandis que Brooke pratiquait des coups de basket contre la porte du garage. La scène ressemblait à une vie de famille de banlieue ordinaire. Mais tout avait changé d'une manière à la fois profonde et invisible. L'histoire officielle était simple. Candace avait subi une dépression nerveuse et a renoncé volontairement à la garde tout en demandant un traitement hors de l'état. Paul avait déménagé pour des opportunités de travail. Eleanor avait déménagé en Floride pour la retraite. Propre, légale et complètement crédible envers quiconque ne connaissait pas la vraie histoire. Eden et Brooke avaient d'abord été dévastés par la rupture de leur mère et le départ soudain. Mais Trevor avait été patient et solidaire pendant leur transition. Il organiserait des conseils, maintenait les activités scolaires et sociales et les a progressivement aidés à comprendre que parfois les gens faisaient des choix qui blessent les personnes qu'ils aimaient le plus. La révélation de l'ADN est restée secrète de Trevor. Il a décidé que les enfants n'avaient pas besoin de connaître leur filiation biologique. Ils avaient déjà perdu suffisamment de stabilité et l'apprentissage de la tromperie qui avait défini toute leur vie ne servirait aucun objectif constructif. De toutes les manières importantes, Trevor était leur père et ils étaient ses enfants. Ce que les enfants ne savaient pas, c'est que leur mère, Paul et leur grand-mère étaient bien vivantes dans leur nouvelle vie d'exil. Candace travaillait en fait comme assistant vétérinaire au Montana. Trevor avait organisé un meilleur emploi que l'usine de transformation de la viande, reconnaissant que le dénuement complet ne servirait à rien. Paul gérait une petite équipe de construction en Alaska, gagnait de l'argent décent, mais vivait dans une isolation sociale complète. Eleanor avait trouvé le placement dans une communauté de retraite respectable en Floride. Parfois, les problèmes exigeaient des solutions dépassant les limites sociales et juridiques habituelles, et il était utile de connaître des spécialistes de ce domaine. Son entreprise de réparation automobile s'était considérablement développée grâce à son propre regain d'intérêt et aux contrats qu'il avait décrochés lorsque ses concurrents avaient mystérieusement rencontré des difficultés financières. Trevor possédait désormais 5 ateliers dans la région. Chacun était rentable, et chacun témoignait de ce qu'une planification minutieuse et une impitoyabilité absolue envers ses ennemis permettaient d'accomplir. Mais le changement le plus significatif résidait chez Trevor lui-même. La découverte de la trahison de sa femme avait réveillé quelque chose qui sommeillait depuis son enfance violente, une compréhension totale de sa propre capacité de réflexion stratégique et de violence contrôlée. Il avait toujours su qu'il était différent des autres hommes, mais il n'avait jamais pleinement exploré les implications de cette différence. Il comprenait désormais qu'il était fondamentalement un prédateur qui avait passé 20 ans à se faire passer pour un père de famille, banlieusard ordinaire. Ce prétexte avait été confortable, mais finalement intenable. Sa véritable nature avait réapparu face aux menaces, et il avait découvert des capacités qu'il n'aurait jamais imaginé posséder. La réputation de Trevor dans certains cercles s'était considérablement accrue. Le sort des traîtres de Trevor Daniels avait fait le tour des réseaux sociaux et professionnels. Les détails restaient secrets,
mais les conséquences étaient visibles pour quiconque y prêtait attention. 3 personnes avaient tenté de détruire la vie de Trevor et avaient tout simplement disparu. D'autres chefs d'entreprise sollicitaient ses conseils pour gérer les conflits entre associés et les vols commis par leurs employés. De riches personnes en instance de divorce posaient des questions subtiles sur la protection de leurs actifs et les stratégies d'endettement. Trevor donnait des conseils lorsqu'on le sollicitait, mais il prenait soin de maintenir un déni plausible quant aux méthodes les plus extrêmes qu'il avait employées. Le message était clair dans toute leur communauté. Trevor Daniels n'était pas un homme à contrarier, à trahir ou à sous-estimer. Il était poli, professionnel et généreux envers ceux qui gagnaient son respect, mais envers ceux qui choisissaient de devenir ses ennemis. Il était bien plus dangereux. Ce soir-là, alors que Trevor regardait ses enfants jouer dans le jardin de leur maison reconquise, il ressentit une profonde satisfaction qui n'avait rien à voir avec la vengeance, mais tout à voir avec la justice. Il avait protégé sa famille, récupéré ses biens volés et éliminé les menaces qui pesaient sur son bonheur futur. Plus important encore, il s'était forgé une réputation qui empêcherait que de telles trahisons ne se reproduisent. Eden termina de tondre la pelouse et s'approcha de Trevor, qui se tenait sur la terrasse. « Papa » dit le jeune homme de 16 ans, utilisant le titre qu'il avait toujours utilisé, mais qui avait désormais une signification plus profonde. Des garçons à l'école posaient des questions sur maman. Que dois-je leur dire? Trevor posa la main sur l'épaule d'Eden, ressentant le poids de la responsabilité et de l'amour qui caractérisaient leur relation depuis la naissance du garçon. Le lien génétique qui leur manquait était sans importance comparé au lien qu'ils avaient tissé au cours de 16 années d'expérience commune. « Dis-leur que ta mère reçoit l'aide dont elle a besoin, » dit Trevor, « et que tu es exactement là où tu dois être. » Alors que le soleil se couchait sur leur quartier de banlieue, Trevor Daniels, debout auprès de ses enfants, ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Une paix parfaite. Ses ennemis étaient partis, sa famille était en sécurité et son avenir assuré. Il avait appris quelque chose d'important sur lui-même pendant la guerre qu'il avait menée et gagnée. Trevor Daniels était un homme qui prenait soin des siens, qui construisait plutôt que de détruire autant que possible, mais qui était absolument impitoyable pour protéger ceux qu'il aimait. Certains étaient faits pour être des prédateurs. Trevor avait enfin cessé de s'excuser pour ce qu'il était et avait commencé à utiliser sa nature pour protéger ceux qui comptaient le plus. Au final, c'était tout ce qui comptait. Sa famille était entière. Ses ennemis étaient partis. Et Trevor Daniels ne se laisserait plus jamais berner. La guerre était finie. Trevor avait gagné. Et il passerait le reste de sa vie à faire en sorte que la victoire reste éternelle. Et voilà, une autre histoire se termine.